Bonjour, vidéo T012H sur les Leica Reflex. Alors, Leica a fabriqué des Reflex 24-36, n'en fabrique plus aujourd'hui. Donc ils ont sorti le premier modèle en 1960-65 environ, quand ils sont aperçus que le Nikon F leur bouffait des parts de marché sur le Leica télémétrique, et donc ils se sont dit, oulala, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Et Leica comme Nikon a gardé sa même baïonnette tout au durant de sa vie, sauf que Nikon continue à vivre et pas Leica Reflex, et ont eu, comme Nikon, des variations dans le protocole de communication entre l'objectif, le diaphragme notamment, et le boîtier. Et nous allons voir ça gentiment. Le premier boîtier, c'est le Leica Flex, je ne l'ai pas, il est facilement reconnaissable. Alors, il ressemble peu ou prou à ce boîtier-ci, sauf que à la place de la bande de faux cuir qu'il y a devant, vous avez un trou, vous avez un bouchon à manipuler avec une vis pour mettre une pile, et puis vous avez l'œil de la cellule qui donc n'est pas TTL pour mesurer la lumière réfléchie par le sujet. Il est réputé pour avoir un verre de visée particulièrement lumineux car à base de micro-microprismes, de tout petits microprismes. Je n'ai jamais vu dedans, je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. Ensuite, on a eu le Leica Flex SL. Alors, le boîtier chromé que je vous ai présenté est un Leica Flex SL. Voilà, donc c'est marqué dessus, Leica Flex SL au-dessus de la bande. Voilà, Leica Flex SL. Voilà. Donc, c'est peu ou prou un Leica télémétrique avec une visée réflexe. Donc, c'est le même obturateur à défilement horizontal avec un pose-mètre intégré. Donc, il y a un pose-mètre intégré. Et la monture. Alors, on va commencer par ça. La monture, parce que toujours dans l'idée de, on vient du numérique et on cherche un argentique pour faire de l'argentique, et tant qu'à faire de l'argentique, et bien avoir aussi comment ça s'appelle, un système dont on puisse récupérer les objectifs pour utiliser sur le numérique et qui du coup offre des objectifs intéressants. Or il se trouve que si les boîtiers Leica réflexes sont assez peu intéressants, les objectifs, eux, sont très très intéressants du point de vue de la qualité optique et de la qualité d'image que l'on peut obtenir, y compris avec des objectifs très anciens. Donc, avec les objectifs de Leica Reflex, vous n'allez pas retrouver, comme avec les objectifs anciens du Leica télémétrique, des objectifs très doux, avec du caractère, capable de vous faire des photos floues, raisonnablement floues, ou sans distorsion, ou ainsi de suite. Mais avec les objectifs du Leica Flex ou du Leica R, vous allez trouver au contraire des objectifs capables de faire des images très très nettes, avec un micro-contraste, avec des rendus des couleurs assez pas mal, quoi. Donc pour ça, faut avouer, les objectifs Leica, bon, c'est pas au-dessus des autres, c'est différent des autres, c'est quand même pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les variations de couplage entre les boîtiers et les objectifs, dans le mode de fonctionnement, pas du boîtier, mais dans le mode de fonctionnement du pose-mètre, c'est là qu'il y a eu des variations de couplage. Et donc on va parler de cam. Et donc il y a 3 cams différentes. Et pour les dernières versions, une ROM, Read Only Memory, donc une mémoire qui est dans l'objectif, et donc c'est parce que les boîtiers R9 et R8, qui sont les derniers boîtiers, sont informatisés en fait,
et donc discute de manière informatique avec l'objectif pour savoir exactement sur quel diaphragme il est, et ainsi de suite. Donc, je vais vous présenter ça sur cet objectif-ci. Donc, cet objectif-ci est un 3 cam. Voilà. Et quand il va faire mise au point, on pourra voir. Et l'objectif ROM a la cam supérieure qui est remplacée par des contacts dorés. Voilà. Et donc, ça nous fait 4 baïonnettes différentes, 4 protocoles d'information, 4 protocoles de communication entre l'objectif, entre le diaphragme et le boîtier. Le Leica Flex, que j'ai dit de bêtises, et le SL utilisent uniquement la cam du bas. Et donc uniquement la cam du bas qui brille. Voilà, donc alors je vais essayer de le faire briller à la lumière, voilà. Donc on a cette espèce de pièce métallique là qui part en arc de cercle, voilà. Ça c'est la cam du bas, ça c'est la cam du Leica Flex et du Leica SL. Pour le Leica Flex je ne sais pas, j'en ai pas. Mais pour le SL c'est la cam du bas. La cam du haut et la cam du bas c'est pour le Leica Flex SL2. Et alors là, ça va pas être évident à vous montrer. Voilà, alors je fais ma mise au point là, tac, tac, tac. Voilà, je vais essayer de me rapprocher. Et là, à côté de la cam que je fais briller du bas, qui, qui est là, vous allez voir une cam en escalier. En escalier. Voilà, ça c'est la 3e cam. Voilà. Donc un objectif peut être 3 cams, comme celui-ci. Il peut être 2 cams, donc dans ce cas-là, il n'y a pas la cam en escalier. Il peut être une cam pour le Leica Flex SL. Dans ce cas-là, il n'y a que la cam du dessous, la cam du dessous brillante. Il peut être Air Only. Et dans ce cas-là, c'est marqué sur le fût Air Only. Et dans ce cas-là, il n'y a que la cam en escalier. Et il peut être ROM. Et dans ce cas-là, il y a des contacts dorés. Et ça va être peu ou prou la même formule optique. Et donc le même objectif. Et donc quand vous allez acheter des objectifs Leica, suivant l'utilisation que vous allez en faire, hein, on est d'accord, suivant l'utilisation que vous allez en faire, vous allez bien sûr faire attention au nombre de cams. Si vous vous dites, bon, bah, il a l'air de dire que les objectifs Leica sont intéressants, bah, suivons-le et achetons des objectifs Leica, et pourquoi pas. Enfin, bah, merci de me faire confiance. Mais allez voir sur Flickr, allez voir sur Sumilux.net, il y a des gens qui mettent des objectifs Leica sur des boîtiers Canon et ils obtiennent d'excellents résultats en numérique. Voilà. Et donc vous dites, bon, les objectifs ont l'air d'être bons en numérique, moi je veux faire de l'argentique, mais je veux faire de l'argentique très net, très beau, très sharp, très aiguisé, et pas du tout flou, romantique ou pourri des années 1900, bah, c'est peut-être les objectifs qu'il me faut. Et dans ce cas-là, bah, je vais acheter des objectifs. Alors ils vont se monter sans problème sur mon numérique parce que finalement, ça c'est mon adaptateur pour monter mes objectifs Leica sur mon mirrorless. Vous voyez, il n'y a aucun contact, il n'y a rien qui palpe les calmes, des choses comme ça. Ça se monte dessus, donc à la limite, je pourrais prendre n'importe quelle version. Voilà. Mais si vous dites, bah, j'aimerais bien avoir un boîtier argentique pour faire aussi de la photo argentique avec mes objectifs Leica, et ben dans ce cas-là, il faut faire attention à ce que l'on achète. Il faut faire attention à ce que l'on achète. Je me suis aperçu d'un truc assez drôle. Bon. Et moi, alors je ne peux pas vous en montrer d'autres parce que tous mes objectifs sont. Enfin, si, je peux vous en montrer d'autres. Parce qu'il y a des objectifs très intéressants. Par exemple, vous
voyez, il y a le sang, apomacro et le marite. Voilà. Le sang, apomacro et le marite, ça marche du feu de Dieu, ça. C'est un très bon objectif. Il est un peu moins bon que, par exemple, l'objectif, le Zeiss macroplanar sans ouvert à 2. En plus, il ouvre à 2,8. Donc, pour la macro pure, celui-là, il était relégué par le Zeiss, par exemple. Mais il est vraiment très très bon. Il est même supérieur au 105 2.8 Nikon. Voilà. Alors, je n'ai pas le bouquin avec moi, il est ailleurs, mais dans le Erwin Put, donc c'est un livre que je vous ai présenté sur le Leica télémétrique, il y a aussi bien sûr tous ces objectifs de Leica réflexe qui sont décrits, et ainsi de suite. Et par exemple, moi j'ai fait abstraction des Summicron, et par exemple pour le 35, j'ai acheté le Elmarit R de 8,35 parce que à la lecture du Erwin, il semblait meilleur. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez courant, que ce soit chez Nikon ou dans toutes les marques. Courir derrière la pleine ouverture la plus grande peut ne pas être sans conséquence sur les qualités optiques globales de l'objectif. Et notamment quand on lit les tests et qu'on fait attention à ce qu'on regarde et ainsi de suite, on s'aperçoit que volontiers, même aux ouvertures moyennes, c'est-à-dire f5.6, f8, l'objectif qui ouvre à 2.8 a de fortes chances d'être meilleur qu'un objectif qui ouvre à 2 ou à 1.4. Voilà. Donc, c'est une question de choix. On regarde et on fait ce qu'on peut, et ainsi de suite. Alors, et par exemple, pour le 50 mm, j'ai pris un Summicron et pas un Summilux. Voilà. Donc ça, c'est le Summicron 50 ouvert à 2. Summicron, ça veut dire ouvert à 2, en fait, chez Leica. Leica a un temps nommé ses optiques en fonction de la formule optique, puis l'a nommé en fonction de l'ouverture. Voilà, donc quand Summicron, ça ouvre à 2. Elmarit, ça ouvre à 2,8. Summilux, ça ouvre à 1,4. Voilà. Une autre optique intéressante, intéressante sur le papier, intéressante pour la photo de tous les jours, moins intéressante pour la macro, c'est le macro Elmarit R de 8,60. Alors, moins intéressant pour la macro parce que il y a voilà un objectif macro qui est fait par quelqu'un qui était dessiné par quelqu'un qui ne fait pas de macro. Tout simplement parce que quand vous êtes à la mise au point minimum, cette espèce de puits de lumière de pare-soleil vous empêche d'apporter de la lumière à votre sujet. Donc ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Et pour finir, ça je vous l'ai déjà présenté. Donc ça, alors c'est pareil, c'est le 100 macro Elmarit. Alors apo macro Elmarit, qui va jusqu'à rapport 1,5. Et alors c'est pareil, la lentille frontale est très en arrière du bazar, moins que le 60. Mais c'est un peu handicapant. Donc voilà, tac, quand on déplie le bazar, ça fait tout ça. Mais enfin bon, on y met quand même un bon 20, 25, 30 mm. Quoi. C'est toujours ça de perdu, c'est toujours ça qui est en avant pour effrayer les insectes, et c'est toujours ça de perdu pour laisser passer la lumière du soleil alors que vous êtes en train de faire de la macro et que vous n'avez pas de lumière d'appoint. Et puis si vous utilisez un flash annulaire,
eh bien, le flash annulaire est encore plus en avant et c'est encore plus gênant pour le faire. Alors les objectifs Leica peuvent être sujets au gommage et alors je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Et donc du coup, et c'est comme chez Nikon, le, le moteur de fermeture du diaphragme est dans l'objectif. Voilà. Et donc le boîtier libère l'ergot qui est dans l'objectif et c'est le ressort qui est dans l'objectif qui fait fermer le diaphragme. Voilà. À la différence d'Olympus où l'ergot du boîtier pousse l'ergot de l'objectif pour lui faire fermer son diaphragme et c'est seulement à la fin où le ressort qui est dans l'objectif va retirer l'ergot, une fois que celui du boîtier s'est retourné à sa place, de façon à rouvrir le diaphragme. Alors c'est important, je vous dis pourquoi c'est important, parce que ça vous permet de vérifier s'il fonctionne bien ou pas. Et moi, par exemple, celui-là, en fait, il fonctionne pas bien. Alors là, il a l'air d'aller un peu mieux, mais en fait, il a besoin d'une révision. Il ferme pas assez vite. Il ferme pas assez vite, vous voyez. Tac, c'est pas assez vite. C'est pas assez vite pour que le système fonctionne bien. C'est-à-dire que euh, si mon exposition nécessite f8, eh bien le 60e de seconde sera passé que le diaphragme ne sera pas arrivé à f8. Si on compare à un objectif, voilà, un objectif qui a pas de souci, alors tac, vous voyez, tac, ça ferme quand même pas à la même vitesse. Voilà. Alors un autre objectif qui est très bien, qui est pas facile à trouver, enfin si, qui est très facile à trouver, qui est pas facile à trouver pas cher, c'est l'Apotelli R34 180. Voilà. J'ai acheté du Leica pour utiliser cet objectif-là, voilà. Qui est pas mal, qui est pas mal. J'ai un problème avec la focale 180 mm, voilà, donc je l'ai en plusieurs marques, en plusieurs modèles et ainsi de suite, et voilà. Et donc, ben là, on va voir mieux sur celui-là. Donc là, vous voyez, on voit que c'est un 3 cam. Alors, je le mets dans la même position que l'autre. Donc, on voit que c'est un 3 cam. Et on voit bien là la cam en escalier derrière. Là. Tac, tac, tac. Voilà. Il y a des objectifs de tout type, de toute focale. Ils vont grosso modo du fisheye à 800 mm de focale. Voilà, la limite c'est ça. Bon, je vais aller chercher mon bouquin. Donc le Leica Flex SL 1965. Et ça ressemble à ça. Voilà. Donc on a le Leica Flex SL qui est là. Le Leica Flex, pardon. Le Leica Flex SL qui est là, que je vais vous présenter. Et le SL2 qu'on verra après. Les boîtiers sont venus avec les objectifs. Et il se trouve que j'ai payé moins cher l'ensemble objectif plus boîtier que l'objectif seul. Donc j'aurais l'objectif que j'ai eu avec le boîtier aurait été plus cher sans le boîtier. Voilà comment je me retrouve avec. Et donc du coup, quand j'ai acheté mes objectifs Leica Flex, Leica Reflex, j'ai récupéré comme ça 4 boîtiers. Sur les 4 boîtiers, il y en a déjà un qui est mort, mais il était bien marqué par le temps. Et mais à la limite, alors j'ai regardé pour le faire réviser, et en fait, il est mort d'une panne connue, interne, mais qui nécessite un nombre d'heures de démontage très très important, qui fait que ben voilà, ça fait un presse-papier maintenant. Mais comme en fait, je les ai pas payés les boîtiers, ils sont venus avec les objectifs, j'ai laissé tomber en me disant tant pis.
C'est peu ou prou du Leica télémétrique dedans, c'est à peu ou prou le même obturateur. Alors effectivement, il va jusqu'au 2 millième de seconde avec une synchro au 80e de seconde, mais pour une raison que j'ignore, enfin si je vois à peu près pourquoi, ils ne l'ont pas transposé sur les Leica télémétriques. Voilà. Sur le boîtier, on va retrouver les palpeurs de cam. Parce que s'il y a des cams dans l'objectif, il faut bien qu'il y ait quelque chose dans le boîtier qui vient palper la cam. Et donc, les palpeurs sont... alors celui-là, il n'a qu'un seul palpeur en bas, il est là. Et sur le SL2, on le verra, le deuxième palpeur est là-haut. On a le petit levier qui vient fermer le diaphragme. On a un testeur de profondeur de champ. Et donc du coup, là, le levier bouge. Voilà, tac, tac. C'est le testeur de profondeur de champ. On a le bouton de la baïonnette. Voilà, on a le bouton de la baïonnette qui est là. On a un retardateur. Les boîtiers prévus pour utiliser le moteur n'ont pas le retardateur. Donc vous allez avoir le SL MOT pour moteur et le SL2 MOT qui n'ont pas de retardateur. Voilà. Et bien sûr, ceux-là, comme ils ont le retardateur, ils n'ont pas la prise de couplage du moteur électrique. Voilà. Comme je dis, en 2020, est-ce qu'on a réellement besoin d'un moteur électrique quand on fait de l'argentique? Je ne sais pas. Là, on a le rembobinage, le bouton de rembobinage. Là, on a le trou pour mettre la pile. Et de mémoire, ça doit être une PX 625, comme tout le monde. Voilà, c'est une PX 625. On a de ce côté-ci les prises synchro-flash, les prises pour les synchro-flash. Je fais gaffe de ne pas bousiller le petit bout de plastique, parce que chez Leica, le petit bout de plastique comme ça peut, je ne veux pas dire qu'il peut valoir plus cher que l'appareil, ça serait faux, mais bon, si vous le bousillez et que vous en cherchez un, tout d'un coup vous allez vous apercevoir que le plastique est fait avec du pétrole et que le pétrole ça coûte cher. Voilà, donc on a une prise de synchro flash, une pour avec un petit éclair pour le flash électronique et une avec une petite ampoule pour le flash magnésique. Alors, le flash magnésique, hein, je vous déconseille de mettre les doigts là-dedans. Je vous déconseille de mettre les doigts sur l'ampoule quand elle déclenche, parce que ça vous faites une brûlure au deuxième ou troisième degré comme qui rigole. On a le sélecteur de vitesse qui est sur le dessus, voilà, hop, ça tourne. Ça n'est pas à rotation continue, ok, voilà. On a le déclencheur au milieu, on a le levier d'armement. Alors l'armement qui ne se fait qu'en une fois, même si ça revient, il faut aller vraiment jusqu'au bout et revenir. Alors ça, moi personnellement, je déteste. Et le déclencheur qui est là. Ah oui, on était au 250e, je m'étonne que ça claque. Alors, on va mettre un temps de pause long. Hop. Et puis on a le. Alors, ça met en route le posemètre. Donc il faut qu'il soit comme ça pour que le posemètre soit en route. Enfin, comme ça, non, comme ça, le posemètre n'est pas en route. Là, il est éteint. Là, ça doit être la valeur de test. Non, c'est bon. Alors, il faut que le levier soit au moins comme ça pour que le posemètre fonctionne. Et là, le posemètre est éteint. Ah, il y a le soleil qui commence à s'inviter. On a le sélecteur de sensibilité. Pardon, excusez-moi. Hop. On a le sélecteur de sensibilité avec un bouton de déverrouillage. Et puis dessus, on a un mémo pour se souvenir si on a fait du noir et blanc. Sur le dessus, on a un mémo. On a un mémo qui est actionné par le petit bouton chromé qu'on voit dessus pour mettre en face la valeur, le type de film qu'on a chargé dedans. Voilà. Et on a ici, on a le bouton de testeur de pile. Alors, vous remarquerez donc le design avec ce gros prisme un peu en nez de boxeur écrasé,
que l'on va retrouver sur le Nicormat EL, qui est postérieur. Le Nicormat EL est postérieur à ce boîtier-là. Donc le Nikon s'est dit, ah, pour mon boîtier, je vais reprendre les idées de design de Leica. Voilà. C'est amusant. C'est amusant. Ben, donc ça c'était le Leica Flex SL. Alors il y a eu plusieurs variations et une des variations c'est le bouton de déverrouillage de l'objectif qui peut être en plastique. Voilà, plastique rouge du plus bel effet. On aime, on n'aime pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Le boîtier, il est ou l'un ou l'autre. Le boîtier a évolué en SL2 qui sur le papier n'a pas réellement de nouveauté. Hein. Chez Leica, on se presse, mais on se presse doucement. Par contre, lui, il va nécessiter à nouveau une nouvelle cam parce qu'il a un palpeur au-dessus. Voilà. Alors le palpeur au-dessus, il sert à pas grand-chose. Hein. Autant le palpeur du bas, lui, il sert au posemètre. Le palpeur du bas, il sert au posemètre pour mesurer l'exposition. Le palpeur du haut, il sert à afficher la valeur du diaphragme dans le viseur. Donc un objectif, une cam sur un SL2, oui, il va tout le temps vous indiquer f1.4, mais vous savez bien que vous avez fermé le diaphragme, et le posemètre aussi sait que vous avez fermé le diaphragme. Donc l'exposition va être juste, même si l'aiguille du haut indique toujours un 4, vous voyez ce que je veux dire. Donc à l'intérieur, on a maintenant l'échelle de vitesse qui apparaît en bas de l'image et le diaphragme qui apparaît à f1.4. Le verre de visée, lui, devient on ne peut plus banal comme un Nikon, c'est-à-dire avec un stigmomètre croisé, avec un stigmomètre à champ coupé horizontal et une zone de microprisme, alors que le SL, lui, il a un rond de microprisme au centre qui est un rond de microprisme au centre. Voilà. Ensuite, voilà. Sinon, le posemètre, lui, il fonctionne toujours suivant le même principe, à savoir, on superpose deux aiguilles. On superpose deux aiguilles. Le posemètre fonctionne comme ça. Ça, c'est un truc, je me perçois que j'en ai parlé chez Nikon pour le Nikon FE, Nicormat EL, EL2, Nikon EL2, et ainsi de suite. Voilà, c'est parce que dans les posemètres, dans les afficheurs et les posemètres, il y a deux façons de faire. Soit vous avez un système à balance, et dans ce cas-là, vous cherchez à équilibrer une balance et centrer une aiguille sur un zéro. C'est le cas du Nikon FM, c'est le cas des Nicormat FT, et c'est le cas de l'Olympus OM1, et c'est le cas du Fuji ST701. Voilà, donc vous avez une aiguille sur le côté, puis vous l'amenez horizontale en face d'un zéro, en face d'un repère. Ça, c'est une des façons. Et puis il y a une façon qui est entre guillemets plus simple, d'un point de vue électronique, qui est, on a l'aiguille du galvanomètre qui se balade dans le champ, et puis vous avez une aiguille qui est attachée au barillet de vitesse. Quand vous tournez l'aiguille du barillet de vitesse, l'aiguille bouge, et puis l'aiguille, alors par exemple chez Nikon, sur les EL, FE, FE2, FM3, l'aiguille est verte. L'aiguille qui est attachée au boîtier et au barillet de vitesse est verte. Et l'aiguille du posemètre est noire. Voilà. Ici, dans ces deux boîtiers, on a une aiguille avec un trou. Alors le trou, il est rond dans le SL, et puis dans le SL2, il est oblong.
et qui se balade en fonction attachée au barillet de vitesse. Et puis vous avez l'aiguille du posemètre qui est une aiguille noire et vous devez centrer l'aiguille dans le trou. Or il se trouve que l'œil humain est très très sensible à ce genre de contraste. Et donc il n'y a pas de souci à obtenir le réglage correct, voire même très très finement. Simplement, c'est hyper long à faire. Si on veut le faire très très correctement, très très finement, ce système de superposition occupe plus de ménage que de devoir mettre l'aiguille horizontale. Voilà. Parce que justement, le contraste d'alignement est très très visible, et il est très très important parce que l'aiguille mobile de la vitesse, il faut que dans la gamme de vitesse, elle ait fait, dans le champ, elle ait fait toute la gamme de vitesse. Donc en fait, elle a une taille photométrique importante. La taille du trou est de grosso modo un diaphragme. Donc si vous ne pouvez pas faire d'approximation en vous disant c'est bon, l'aiguille est vaguement dans le trou, j'appuie, je déclenche. Alors en noir et blanc, vous pouvez le faire, en négatif couleur, vous pouvez le faire, mais en diapositive, vous ne pouvez pas le faire. Parce que quand l'aiguille noire balade l'amplitude de l'aiguille verte chez Nikon ou de l'aiguille à trou chez Leica, vous parcourez un diaphragme. Et pour la diapo, c'est déjà trop. Il faut être plus précis que ça. Ça veut dire qu'il faut savoir faire une mesure correctement et ainsi de suite. Voilà. Et j'insiste bien là-dessus parce que quand vous ferez de la diapo, si un jour vous faites de la diapo, tout d'un coup, votre appareil va être vos résultats, votre résultat sera moins bon parce que vous n'aurez pas été sensibilisé à l'importance d'obtenir une superposition parfaite de l'aiguille pour que ce que mesure l'appareil, en espérant que c'est un gris neutre et que la mesure, ça c'est un autre problème, ça. Le choix de la zone de mesure versus le gris neutre et sa justesse, c'est un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, avec ce système d'aiguilles qui se déplace pour la vitesse et puis l'aiguille du posemètre qu'on doit superposer dessus, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'attention et qui monopolise finalement beaucoup de temps. Donc c'est censé être plus rapide, et en fait, non, c'est beaucoup moins rapide qu'une aiguille qu'on doit mettre horizontale. Parce que l'aiguille qu'on doit mettre horizontale, son mouvement, pour une variation d'un diaphragme, peut être plus importante, peut être beaucoup plus importante. Sur le F, ou sur Nikon F, ou sur les Nikon Mat, ça doit faire 2 diaphes, 3 diaphes d'amplitude totale entre tout en bas et tout en haut. Voilà. Donc vous tournez, dès que vous l'avez bougé, vous commencez à ralentir, dès que c'est horizontal, vous pouvez déclencher, c'est bon. Voilà. C'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus rapide, c'est à utiliser que ça. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors sur le SL et le SL2, on n'a pas le choix, le boîtier est comme ça, et ainsi de suite. Donc, la différence entre un SL et un SL2, à part deux, trois petits boutons de blocage, de déverrouillage pour éviter l'ouverture du dos est un peu différente. L'amplitude de sensibilité du posemètre doit être un peu meilleure sur le SL2. On a un bouton qui nous permet d'éclairer une petite loupiote à l'intérieur pour voir la nuit. Voilà, pourquoi pas. L'amplitude de réglage de sensibilité est un peu plus étendue. On va 3200, oui c'est ça. On va jusqu'à non 3200, non c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Alors nous avons des conforts du genre la prise flash est synchronisée maintenant, alors que l'autre elle n'est pas synchronisée. On a le bouton de déverrouillage du dos qui est là, alors que sur le SL,
Sur le SL, c'est autrement. Sur le SL, c'est sur le côté. On a un petit bouton. On a un petit bouton là. On appuie et on pousse la barrette chromée vers le haut et ça permet d'ouvrir le dos. Voilà. Le rechargement est on ne peut plus basique qu'on l'on voit sur tous les 24-36. C'est un peu plus basique. Et le truc se soulève pour le bousin. Voilà. C'est un obturateur textile. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est facile à vérifier. Oui, le retardateur ne relève pas le miroir. Voilà. Donc ça c'est une connerie. Bon. Voilà. Donc on a fini le Leica Flex, le SL et le SL2. Ces boîtiers étaient fabriqués en Allemagne. Ils sont made in Germany, ils étaient fabriqués en Allemagne. Le SL2, c'est pas vendu exactement comme Leica l'espérait. Et parce qu'il était cher à produire et puis ça s'est pas bien vendu parce que donc le SL2 il est sorti en 1974, 75 pour le SL2 Mot, et tout ça s'est arrêté en 1976, hein. Donc ça n'a pas été produit pendant très longtemps et ils ont sorti ça à l'époque où en face, chez Nikon, il y avait le Nikon F2. Voilà. Donc grosso modo, par rapport à un Nikon F2, il apporte pas grand chose de plus. S'il est plus cher, il se vend pas. Voilà, il se vend pas. C'est aussi simple que ça. Dans ces années-là, Leica est très mal. Leica est très mal parce que le Leica M5 s'est très mal vendu et le Leica SL2 se vend mal. Et peu de temps avant, alors je lis mes notes. Donc dans les années 73, le Leica M5 se vend très mal. Leica est au bord de la faillite, revend à Will Burton une partie de l'entreprise. Et Will Burton n'est absolument pas intéressé par la division photo. Eux, ce qui les intéresse, c'est la division théodolite. Théodolite, et même pas les microscopes, enfin bon. Et donc du coup, il y avait déjà un rapprochement avec Minolta par rapport au Leica CL, et donc ils vont sortir le Leica R3, qui est un Leica fabriqué à partir d'une base de Leica, à partir d'une base de Minolta X1. Alors enfin, de toute façon, je vous ai montré tous les boîtiers Leica, réflexe Leica que j'avais. Donc le Leica R3, faites Google Images et vous allez voir à quoi ça ressemble. Le Leica R3 est fait en collaboration avec Minolta et on n'est pas encore dans l'électronique sur circuit intégré, pas sur circuit imprimé et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de fils et de soudure dedans et il y a des problèmes de qualité de fabrication au début, du fait même de la technologie employée pour le câblage électronique dans le boîtier. Et c'est un mauvais point pour la gamme R, du coup. Hein, c'est la même baïonnette, hein, je vous le rappelle. Après, ils ont revu la planche à dessin et ils ont sorti. Alors, les derniers R3 ont été fiabilisés, il n'y a aucun souci. Hein. C'est pas. Le problème, c'est de tomber sur un boîtier qui a été entretenu et qui a été mis au goût du jour avec les dernières versions et non pas un qui est resté dans son jus du premier modèle.
Le Leica R4, alors le Leica R4 c'est 1900. Le Leica R4, on tourne les pages. 1980, aux alentours de 1980. Euh, c'est un nouveau châssis, c'est un nouveau boîtier, et ce châssis et cette forme et ce boîtier va perdurer jusqu'au Leica R7. Euh, Tout simplement parce que refaire des moules de fonderie, des moules d'injection et ainsi de suite, ça coûte cher. Et que Leica n'a plus du tout les moyens financiers d'avant. Parce que avant, l'entreprise était, il y avait le secteur microscope, il y avait le secteur jumelles, il y avait le secteur théodolite, il y avait le secteur photo. Donc quand il manquait du pognon à gauche, on allait chercher à droite. Mais il y a eu une séparation des entités. Dans la période où Will Herberton ne voulait pas mettre d'argent dans la section photo, et à la, quand Leica a été racheté pour devenir Leica Camera, machin chose, ils se sont retrouvés séparés de la manne financière des théodolites et des microscopes. Et donc du coup, ça n'a pas été évident, d'autant plus que leur cœur de métier, c'est d'être opticien, pas forcément électronicien. Et donc, grosso modo, le R4 jusqu'au R7, c'est une, comment dire, c'est une utilisation du savoir-faire de Minolta et une évolution des boîtiers qui suit l'évolution des boîtiers Minolta et qui sont retransposés dans les boîtiers Leica R. Et donc, alors le R4 a mauvaise réputation parce que c'est au tout début, c'est un IAPAN. Il était évolué en Leica R4S, où on a enlevé le mode automatique S et le programme. Et puis après, il y a eu le Leica R4S2. Donc il y a eu deux versions du Leica S, du Leica R4S. Après, on a eu le Leica R5 qui a fiabilisé les modes d'automatisme au diaphragme. C'est-à-dire le mode A, il n'y a aucun souci, c'est le mode P et le mode S qui posent problème. Et puis le R7, qui est la dernière version, qui est grosso modo la dernière version du R4. Quoi. Vous rajoutez à ça un cool TTL au flash et ainsi de suite, et ça vous fait des variations de modèle. Il y a un modèle à part qui est le Leica R6, qui est un Leica à obturateur mécanique et offrant juste un mode manuel semi-automatique. Voilà. Donc le Leica R6 existe en deux versions, R6 et R6.2. Ils ont leurs aficionados, il y a des gens qui sont très contents. Voilà. Personnellement, ce que je peux en dire, c'est que les boîtiers réflexes, l'avantage des boîtiers Leica réflexes, c'est qu'ils sont en monture Leica R et que du coup, vous pouvez utiliser des objectifs Leica R directement dessus sans avoir à les modifier. Le Leica R8 R9, c'est un redessin complet du boîtier. Ça n'a rien à voir avec les autres, avec ceux d'avant. C'est complètement nouveau. La forme est complètement différente. Euh, mais la baïonnette nécessite euh, une, une ROM, donc Read-Only Memory, dans l'objectif pour utiliser pleinement les capacités du posemètre qui est dedans. Voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas sa forme. Hein, moi personnellement, je trouve qu'ils sont pas beaux, mais et je trouve qu'ils sont pas beaux et qu'on ne les a pas bien en main. Donc je trouve que ça fait beaucoup. Voilà.
Ceux qui en ont en sont très contents. Eh ben, je suis content pour eux. Voilà, je cherche une photo à peu près potable du Leica R. Donc c'est au début des années 90. Voilà. Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à rien. On est d'accord. Alors, simplement, voilà, il regardait les ventes, puis les ventes commencent à chuter, et ainsi de suite. Il est temps de changer de modèle. Voilà. C'est le principe du commerce. Si vous voulez continuer à vivre, il faut continuer à vendre. Alors, que dire exactement pour conclure? Là, il est temps de conclure. Donc, les objectifs sont très bien. Alors les objectifs, donc on peut utiliser des bagues d'adaptation pour les monter sur à peu près tout et n'importe quoi. Sur certains boîtiers, on ne peut pas les monter, notamment les boîtiers Nikon. Mais on peut, alors je ne l'ai pas fait, on peut trouver chez Letax une pièce pour mettre en remplacement de la baïonnette et monter l'objectif en monture Nikon. Donc si vous avez un numérique en réflexe Nikon, eh bien vous avez 6-8 vis à dévisser et une petite bille à pas perdre, parce que le crantage du diaphragme est fait par une petite bille qui est coincée entre cette pièce chromée et la bague de diaphragme. Donc quand vous démontez la pièce chromée, faites attention, vous avez une bille qui fait 1 mm de diamètre environ, et qui saute, et que vous ne retrouverez pas dans la moquette, ni dans les lames du parquet. Et donc c'est Letax qui fait ça. Alors Letax, parce que c'était les objectifs Leica sur Pentax. C'était leur cœur de business au début. Ils ont vendu des bagues pour monter des objectifs Leica sur des boîtiers Pentax. Et puis après, ils ont évolué. Alors si j'oublie pas, je mettrai un lien vers un lien non sponsorisé, vers le fabricant. Et maintenant, ils font beaucoup de bagues pour monter certains objectifs sur certaines marques, et pas que simplement Leica sur Pentax. Les objectifs valent le coup, ils valent cher, et ils sont bons. Ils sont bons. Moi, je les utilise de temps en temps, mais pas souvent sur mon mirrorless, parce que j'oublie, j'y pense pas, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur les boîtiers. Alors les boîtiers argentiques, et donc les boîtiers argentiques, quand j'ai cherché à acheter donc, des objectifs de Leica Flex, moi je voulais surtout du SL2. Le SL2 est agréable avec son verre de visée à stigmomètre qui permet de faire une bonne mise au point bien précise, sans souci, avec une bonne luminosité. Le viseur est d'une bonne luminosité. Ça n'a rien à voir, alors j'en inférierai certains, mais tac. Alors l'image est un peu plus grossie que sur le F3, mais point de vue luminosité, c'est kiff. Ça m'a l'air d'être un peu plus lumineux quand même. Ça m'a l'air d'être un peu plus lumineux. Après, bon, comme je vous dis, souvent le boîtier seul, l'objectif seul est plus cher que le boîtier avec un objectif. Ce qui pousse des gens à vendre leurs appareils photo en petits morceaux, ce qui est débile. Enfin, ce qui est débile. Ils vendent pour de l'argent. Ils vendent pas par plaisir, ils vendent pour se faire du pognon. Voilà. Bon, ceci conclut la vidéo T012 H. Donc, comme d'habitude, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser. Faites des images. Au revoir.